Donc, à vous, Christine Harilly, députée et co-rapporteure. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors moi, je suis vraiment ravie d'être présente ici parce que les écologistes, depuis des années et des années, se battent pour les transports du quotidien. Alors les transports du quotidien, pour nous, c'est évidemment le train, mais ce sont aussi les bus, mais ce sont aussi les vélos, ce sont aussi, quand on a la chance d'avoir un canal qui traverse une ville comme la mienne, à Toulouse, c'est aussi le fret fluvial et c'est aussi la marche à pied. Et donc l'interconnexion, l'intermodalité et l'interconnectibilité de tous ces modes, toutes ces mobilités en font que nous sommes, les écologistes, pour des très grands projets, contrairement à ce que certains pourraient penser, mais de proximité. Voilà. Et pourquoi de très grands projets de proximité? Parce que tout simplement, si on en revient à la question ferroviaire, eh bien c'est un, voire deux, ça dépend des moments, 2 personnes sur 10 qui prennent les trains à grande vitesse, tandis que 9 ou 8, selon les endroits et selon les périodes, qui prennent les trains de proximité. Et là, on voit tout de suite où sont les enjeux, à la fois évidemment sociaux et environnementaux. Alors sociaux, ça a été dit et évoqué quelques temps plus tôt. Sociaux, parce qu'à un moment donné où l'énergie coûte de plus en plus cher, il est extrêmement important que de faire en territoire des chocs d'offres qui permettent aux personnes à qui on va dire plus tard vous ne pouvez plus prendre votre voiture parce qu'elle est polluante, on vous offre la possibilité de prendre des transports collectifs. On sait que les mobilités, c'est plus de 30% de production de gaz à effet de serre. Parmi ces 30%, c'est 85% ce qui concerne le routier. Et donc aujourd'hui, si on est tenu à mettre en place des zones de des zones de faible émission, c'est parce que nous sommes en zone de forte pollution. Et si nous sommes favorables aux zones de faible émission, c'est parce que justement, il y a ces zones de forte pollution qui sont à la fois sur la question sociale qui touche les plus précaires, à la fois ceux et celles qui évidemment vivent là où d'autres n'ont pas forcément envie de vivre, en bord de périph' ou en bord de route, et puis qui sont obligés d'avoir un véhicule qu'ils ne peuvent pas changer malgré les aides qui peuvent être consenties. Et ce sont ceux-là les plus précaires à qui on va expliquer qu'ils ne peuvent pas prendre leur véhicule polluant parce que, évidemment, il faut qu'on se protège des zones à forte pollution. Donc vous voyez bien que socialement, la question des transports du quotidien est un enjeu majeur. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes et il est évident que le moment où, même si aujourd'hui des collectivités reculent par rapport à la mise en place de la réglementation des zones à faible émission, eh bien, il y a bien un moment où il va falloir le mettre en place et nous y sommes favorables pour autant que nous ayons créé les conditions d'avoir un véritable choc d'offres en matière de mobilité. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc je suis ravie que nous ayons des convergences aujourd'hui très, très nombreuses sur cette approche qui fait que, évidemment, nous serons tous satisfaits quand le ministre, tel qu'il s'est engagé, nous annoncera qu'il renonce à des projets autoroutiers pour favoriser les transports du quotidien et les transports de proximité. Je remercie donc vraiment Jacques Fernic d'avoir organisé ce colloque et ce débat, parce que d'avoir des regards croisés ainsi nous permet de conforter, de renforcer notre légitimité et la légitimité des parlementaires, à la fois de l'Assemblée nationale et du Sénat, pour améliorer un texte que nous avons voté à l'Assemblée nationale, qui est celui qui a été présenté avec la proposition de loi concernant les SERM. Alors pourquoi nous l'avons voté? Parce que pour les raisons que je viens d'évoquer, et parce qu'en effet, il nous a semblé que s'agissant d'une proposition de loi, on voyait bien que potentiellement ça ne serait pas présenté en projet de loi et qu'il convenait d'appuyer cette dimension de cette majorité dans son souci de progresser, de prospérer dans ces sujets de transport de proximité. Puisque nous plaidons également, et je l'ai encore redit mercredi matin à Clément Beaune, pour une grande loi de programmation des transports, puisque au-delà de la question des annonces, 100 milliards, 100 milliards, 100 milliards, encore faudrait-il savoir d'où viennent ces 100 milliards.
et à tout le moins également se projeter dans une loi de programmation qui permettrait d'avoir de la transparence et puis avoir également de la perspective pour les opérateurs, quels qu'ils soient, pour construire à la fois le choc d'offres, mais également construire l'alternative industrielle, parce qu'il ne suffit pas de dire on va faire beaucoup plus de trains, mais encore faut-il avoir des voies, encore faut-il avoir des wagons, encore faut-il avoir des cabines, et encore faut-il avoir un outil industriel qui puisse permettre cela. Et pour construire un outil industriel, encore faut-il avoir de la visibilité à très long terme. Le ferroviaire, c'est du temps très long, et le transport et les mobilités, c'est du temps très long. C'est du temps très long également pour la formation, et tout à l'heure, ça a été évoqué, il manque des conducteurs, mais encore faut-il, si on veut les recruter, avoir de la perspective également sur le développement et le déploiement de nos transports sur cette question. Donc, nous sommes favorables au CERM. Ça, c'était vraiment le point sur lequel je voulais absolument insister. Alors, nous y sommes favorables et nous souhaitons évidemment qu'il soit amélioré. Alors, il soit amélioré, évidemment, dans la nécessaire articulation avec la SNCF. Mais je pense que là, pour avoir auditionné à plusieurs reprises et assez dernièrement à la Commission des finances, Jean-Pierre Farandou, il n'y ait pas vraiment d'ambiguïté sur l'intention et la nécessité pour la SNCF de s'inscrire dans ces dispositifs. Mais également, et ça a été dit tout début par Alain Roux, je crois, si je ne me trompe pas, sur la question de la gouvernance et sur la question de l'aspect démocratique. Parce qu'en effet, quand on veut mettre beaucoup d'acteurs autour de la table, ils s'y mettent soit spontanément, et vous avez bien de la chance à Strasbourg, à Bordeaux, que cette spontanéité se soit faite sans avoir besoin d'une PPL, soit ils ne le font pas. Du coup, si la loi intervient avec les CERM, encore faudra-t-il avoir un cadre juridique de gouvernance locale, un cadre institutionnel, et j'ai plaidé et je plaide encore pour que ce cadre soit des établissements publics locaux où chacun puisse se retrouver autour de la table à égalité évidemment de ses compétences en matière d'organisation des transports et des mobilités, et également qu'ils soient associés évidemment les usagers, parce qu'ils ont beaucoup à dire sur ces questions-là. Et je pense que le cadre juridique qui, pour l'instant, n'existe pas encore, permettrait à la fois de conforter démocratiquement et de conforter juridiquement et de conforter au plan financier. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je plaide et je le porterai auprès de mes collègues sénateurs pour qu'ils puissent poursuivre dans ce sens. Et je l'ai porté également auprès de nos collègues de grandes collectivités qui trouvent effectivement que cette idée doit être creusée. Donc ça, c'est l'aspect institutionnel. Bien entendu, sur cet aspect institutionnel, il faut faire évoluer le texte, mais il y a également, évidemment, et vous l'avez tous compris, puisque c'est à la Commission des finances, que ce soit de l'Assemblée nationale ou du Sénat, que tout commence ou que rien ne commence ou que tout finit, la question du financement des CERM. Alors, c'est un sujet, le fait est qu'il est un sujet quand même assez délicat quand je parle aujourd'hui, même si je suis pleine d'espoir pour les années à venir. Mais quand on parle aujourd'hui, le financement des CERM, c'est quoi? Le financement des CERM, aujourd'hui, à ce stade, PLF 2024, c'est rien. Je le dis sincèrement, c'est rien. Pourquoi? Parce que les CERM, aujourd'hui, c'est financé par le biais des CPER, qui sont en cours de négociation, qui devraient être, ça a pris un petit peu de retard, mais qui devraient être négociés et contractualisés d'ici la fin de l'année, au dire du ministre lui-même. Pour les CPER, pour l'ensemble des CPER qui sont en cours de négociation, c'est 765... Pardon, c'est le ministre qui m'appelle? Non. 765 millions. Non, c'est raté. Voilà, il vient d'abonder son PLF et donc voilà. Non, franchement, décidément, c'est pas lui. Donc c'est 765 millions. Et les CPER, comme chacun le sait, enfin en tout cas certains le savent ici, ils sont contractés pour 5 ans. Ce qui veut dire que s'il ne se passe rien entre 2024 et dans 5 ans, pour les CERM,
Et pour 10 ou 12 ou 13, en tout cas, ceux qui voudront effectivement rentrer dans cette démarche, et moi je pousse les élus locaux à le faire et à le faire le plus rapidement possible pour évidemment pouvoir avoir l'habilitation gouvernementale, c'est 765 millions. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment va-t-on financer les SERM? Est-ce qu'on les financera exclusivement par le biais des CPER? Ces 765 millions qui sont faits pour des études, est-ce que si les collectivités avancent très très vite, et je vois bien que Bordeaux, Strasbourg avancent très vite et d'autres peuvent avancer très vite, est-ce que ces CPER seront abondés à hauteur des projets qui seront présentés? Ce sont des questions que je me pose, que j'ai posées au ministre, et bon voilà, donc je n'ai pas de réponse. Et par ailleurs, quid d'une fiscalité locale spécifique pour les SERM? Et donc là, on touche évidemment à la question du VM, la question du VM qui a été abondée pour Paris, pour Île-de-France. Nous avons déposé des amendements pour que ce VM soit élargi à l'ensemble du territoire national. Nos amendements ont été rejetés à ce stade à la Commission des finances. Nous avons porté des amendements pour que le VM soit augmenté. Ces amendements ont été rejetés à la Commission des finances. Vous en avez du boulot au Sénat, je vous le dis. Et enfin, la question qui peut se poser, c'est évidemment pourquoi ne pourrions-nous pas financer des SERM alors que par ailleurs, on finance dans le cadre de sociétés de projets style GPSO des projets qui sont des projets nationaux que l'on fait financer par le plan local. Or, on pourrait très bien imaginer que les SERM soient financés au plan local, par le local, et là, je comprendrais que sur mon avis d'imposition de taxes foncières, il y ait un fléchage spécifique pour les SERM, tandis que je le comprends beaucoup moins pour le financement d'un projet national qui va être financé par ceux qui sont touchés par GPSO. En l'occurrence, GPSO, c'est la ligne Bordeaux-Toulouse. Donc vous voyez bien que nous sommes aujourd'hui dans quand même une espèce d'incompréhension sur des projets nationaux financés par des habitants et par des habitantes au temps local, tandis que des projets locaux qui pourraient, puisqu'il y aurait un vrai choc d'offres, et s'il y a un choc d'offres, il y a une véritable économie, au-delà évidemment de la question écologique qui est évidemment extrêmement importante, il y aurait vraiment une véritable économie au niveau pouvoir d'achat, pas nécessité dans le périurbain d'avoir 2 voitures, moins d'énergie à consommer, évidemment un bénéfice de pollution et de santé pour tout le monde, qui pourrait, si on y réfléchit, pourrait être financé au plan local, comme le sont effectivement des grands projets tels que GPSO. Donc tout ça, ce sont des choses que je mets sur la table, que j'ai posées et mises sur la table dans le cadre des rapports spéciaux que nous avons établis avec Eva Sass au niveau de l'Assemblée nationale. J'en ai apporté quelques modèles pour s'endormir le soir, je vous assure, c'est vraiment très très bien. Et donc, mais ce sont vraiment des questions sérieuses et importantes auxquelles il va falloir apporter des réponses. Parce qu'à défaut, nous allons pouvoir nous retrouver dans 5 ans dans cette salle. Nous serons de nouveau tous d'accord par rapport à l'utilité, l'importance des trains et des transports de proximité. Nous nous applaudirons collectivement sur cette unanimité transpartisane et pour autant, nous n'aurons pas avancé sur ces questions-là. Donc, il faut que ce soit des questions qui méritent d'être discutées, échangées. Elles ne sont pas nécessairement, et je le dis sincèrement, toutes étudiées de façon extrêmement pointue. Je pourrais éventuellement changer d'avis sur certains éléments. Quoique, non, je ne crois pas. Mais en tout état de cause, il faut absolument, si certaines collectivités avancent rapidement, qu'elles trouvent des réponses à ce niveau-là, soit par le biais parlementaire, soit par le biais gouvernemental. Voilà, je vous remercie.